Machucan. Monsieur Fonsa, bel bonjour. Bel bonjour Polo, bel bonjour la Martinique, bel bonjour pour nous. À ma profiter, moi souhaiter tout le monde la bonne année. Ah ben ouais, tout à fait, ouais. Et qui ont écouté Martinique première émission noire, sans émission sur l'éducation populaire, qui permettent bien toute Martinique et ça qui dans le monde et comprendre comment le monde a avancé, tant en Martinique qu'en dans le reste du monde. Alors, jeudi, d'après ça, mon comprendre, nous allons prendre direction Mayotte. Oui, nous allons prendre direction Mayotte. Parce que depuis un mois, pratiquement, Mayotte à l'ordre du jour. Le président de la République a déplacé Koy, en Kyriel, en l'eau ministre déplacé Koy, à l'île de Mayotte. Pour qui ça? À la suite d'un cyclone. Et nous avons découvert, à la suite du cyclone Tala, qui nous y a. Parce qu'à présent, on a parlé des DOM, les 4 DOM. Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion. Département d'outre-mer. Ouais. Voilà, c'est mon nom bien comprendre. Oui, alors, on a parlé de Martinique, Guadeloupe, et Guyane et La Réunion. Et puis, subitement, on considère une autre DOM qui apparaît, c'est Mayotte. À cause d'un cyclone, nous avons découvert, et toute la classe politique française déplacée pour au chevet de Mayotte. Alors, c'est l'occasion, effectivement, pour nous expliquer aux populations, puisque c'est un pays frère qu'on le coupe aller, même si l'autre bord de l'eau, qui côté est sorti, qui m'y apparaît, et qui m'y subitement, la classe politique et le monde entier qui a parlé de Mayotte a subi un cyclone. Alors, Mayotte, c'est qui ça? Mayotte qui appartient, c'est un archipel, c'est-à-dire en bande d'îles qu'on gagne en cœur. Mais il pas dans le Pacifique, comme le ministre du département de l'Indien, et dans l'océan Indien. Mayotte, c'est un archipel qui compris entre, évidemment, Madagascar, qui est la grande île, l'Afrique, surtout le Mozambique, le canal du Mozambique, et c'est un archipel, si vous voulez, qui vieux. Population est vieux. Il faut estimer que 400 ans après Zikri, qu'on a dit, il était une population dans les îles. Et 400 ans là, alors il a dit sa population bantou, c'est-à-dire africaine. Et ensuite, il y a une série de conquêtes qui sont faites par les populations islamisées, les Arabes, et qui a Mayotte un caractère très particulier, c'est-à-dire africain, malgache, puisque la grande île à côté, et évidemment en culture, je crois que arabophone, c'est-à-dire est-il l'anglais lié à la langue musulmane, et les pratiques, c'est-à-dire l'organisation sociale et politique liée effectivement à l'organisation sociale et politique, évidemment, telle que conçue par ce qu'a créé le monde arabo-musulman. Et ça a qui ça? Un archipel dans l'océan Indien, qui est proche de Madagascar, proche de l'Afrique, et qui a des pratiques et qui a une culture tout à fait différente. Alors, Pouchi Mayotte, effectivement, et qu'a sorti, il y a un problème, je dis, pas un problème, Pouchi Mayotte, département français. Alors, l'histoire là, qu'explique ça simplement. Il explique qu'en 1843, il y a un sultan. Alors, juste avant, nous avons Mireille qui est là, nous allons saluer. Oui, saluons Mireille. Nous allons saluer mon Mireille Pierre-Louis. Mon Mireille Pierre-Louis, bel bonjour. Bonjour, Polo, Jean-Louis et aux auditeurs. Et bonne année. Ouais. Sortez surtout et puis merci encore une fois pour votre contribution. D'accord. Alors, Mireille m'a expliqué l'histoire de Mayotte, pour bien comprendre ça. Donc, m'a dit, en 1843, il y a un sultan qui était à vivre à Madagascar, qui trappait la guerre et puis la monarchie malgache, et qui s'enfuit, et qui allait évidemment à l'île de Mayotte. Et là, pour protéger Coin, c'est ce qu'il a fait. Il a vendu l'île là, basse français. Bah la France, oui. Il a vendu basse français quelques pièces, et en contrepartie, il a dit que des Chiliens qui a fait études en France. Mais c'est comme ça, sous les origines, sous les rapports Mayotte et puis la France.
Et il y a en 1841, Mayotte a venu en protectorat. Après, Après. parce qu'une fois il fait ça, la France a mis la main à Madagascar et les îles aux alentours, et évidemment, il a venu en protectorat français. Ah, protectorat, c'est qui ça? Protectorat, c'est il a accepté situation sociale, politique, gouvernementale ces pays-là, mais en même temps, la France a dit c'est moi qui a dirigé les commerces extérieurs, etc. Alors, Madagascar et Mayotte, qui m'a dirigé pendant la fin du XXe siècle, c'est le général Gallieni. Gallieni, qui est un général français, et c'est lui qui est grand chef, évidemment, la colonisation régionale. Donc, en fait, l'archipel Maoé, pas de problème, il est sous protectorat français, et jeudi jour, pour nous aller plus vite, et il y a l'élite maoraise et évidemment le gouvernement français pour justifier et prise de possession définitive de Mayotte par la France dans le cadre d'un département, il a dit oui, Mayotte français depuis 1841, parce qu'elle était vendue par la France. Or, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, après 1945, mettait en place à créer des comités de la décolonisation. Et qui a dit tout territoire qui est sous dépendance pour être consulté, c'est-à-dire ce qu'on appelle le droit à l'autodétermination, pour être consulté pour, évidemment, bailler au choix. Et nous, ça, c'est l'article 43 de la Constitution de l'ONU, qui a dit nul territoire, nulle cession, nul échange, nul du territoire n'est valable sans le consentement des populations. Donc, l'ONU qui a exigé que consulter évidemment les Mahorais, c'est-à-dire l'archipel, les 4 îles, sur souveraineté, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination. Et nous avons qui ça? Qui 60% évidemment des Mahorais qui ont voté pour l'indépendance, mais il y a un hic. Mayotte qui a voté à 60% de rester français. Parce que l'élite mahoraise qui a fréquenté la France, qui a dit nous les restés français. Évidemment, c'est embarrassant. Puis c'est embarrassant. Ou encore, c'est voulu. Puis c'est voulu. Parce que la consultation d'autodétermination, c'est une consultation internationale. Et personne ne peut comprendre qui manière qui l'archipel a voté à plus de 60% pour l'indépendance et qui manière nous a contesté le fait qu'il y a une île qui a voté non. Et évidemment, la France condamnait le fait que Mayotte laisse séparer quoi du reste de l'archipel. Et alors, qui ça français a fait? Le gouvernement français a fait? Eh bien, il a fait 2 consultations. La première consultation, et il a dit uniquement pour Mayotte, et il a dit Mayotte, est-ce que d'autres l'hérité français, d'autres venir d'autres l'entrée dans la confédération et des Marocains. Et Mayotte a voté à 60% pour rester français. Donc, ça passe. Il a fait une deuxième consultation pour contre l'indépendance et nous avons qui ça? 13 personnes seulement qui ont voté pour l'indépendance. Or, Mayotte pas ni en structure administrative sur l'état civil, qui permettent évidemment de compter ses voix. Puisque nous, jusqu'en 2013-2014, je mettais en place une commission mixte entre évidemment le droit coutumier et la législation française pour mettre en place des registres d'état civil en organisation sociale, politique pour consulter ces mouvements. Donc, 2 consultations faites uniquement en l'aide des comptes de voix, sans évidemment sans structure administrative, sans liste électorale valable qui permettent effectivement de voter. Ça, c'est un premier bail qui est important. Mais un deuxième bail qui est important, c'est, en un premier temps, Mayotte pas venu département tout de suite. Il vient d'abord en collectivité telle que prévoit l'article 74 de la Constitution française. Ensuite, ce n'est qu'en 2013 qu'il a venu département français, c'est-à-dire le droit commun de la Constitution française de la législation qu'appliqué à Mayotte. Et évidemment, ça a posé de réels problèmes. Et nous, aujourd'hui, il y a une superposition entre le droit coutumier
à Mayotte et le droit français. Premièrement. Deuxièmement, il y a un deuxième problème, mais pas autant, c'est les autres îles par rapport à Mayotte. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que les autres îles qu'il a, eh bien, je n'y regarde sur Mayotte et population qui n'a l'habitude de déplacer quand il dit dans l'île, évidemment, je vais descendre Mayotte. Alors, juste avant, comme nous ni Pierre-Louis et puis nous, donc mon Pierre-Louis, il a expliqué nous qui ça dans ce moment, et puis là aussi nous ni Madeleine qui aux États-Unis, qui a beaucoup de paroles, et puis nous a dit la même Madeleine, bel bonjour. Bonjour. Bonjour Ghislaine, ça va? Bonjour Jean-Louis, ça va, oui. Oui. Ah, moi, d'accord, que je parle en anglais. Ouais. Ghislaine. Alors, nous pas tous seuls, dit qu'il y a une Mireille Pierre-Louis qui l'a aussi, et puis nous, qu'on peut saluer, qu'on peut par téléphone sans problème. Ouais, Ghislaine, just a little, hein? My English, just a little. Bon, alors, moi, je vais présenter évidemment l'histoire de Mayotte et la législation en vigueur à Mayotte. Alors, Ghislaine, c'est intéressant parce que vous participez en mission dans la partie indépendante des Comores. Et ce qui est intéressant, c'est Kiwagao, c'est Maoréa, elle est partie française là. À l'époque, j'étais partie aux Comores pour préparer leur première enquête ménage pour préparer un profil de pauvreté sur les Comores. Yes. Et je ne suis restée qu'à Moroni. Je ne suis pas allée à l'intérieur de l'île ni rien, sauf que mon hôtel était très loin, donc j'avais à peu près 40 minutes de route avant tous les matins et tous les soirs à faire. Mais en dehors de ça, je n'ai pas vu grand-chose en dehors de la ville de Moroni. Yes. Et les principales personnes avec lesquelles j'ai travaillé sont les personnes de la direction de la statistique. Yes. Donc, personne du gouvernement, à part le directeur de la statistique, personne du gouvernement ni rien. Mais bon, quand on fait des enquêtes de ce genre, ce sont des enquêtes économiques sur les standards de vie, sur la démographie, sur l'emploi, la santé des membres des familles, des ménages. Et donc, on a beaucoup de discussions et on parle beaucoup de la situation du pays, la situation actuelle du pays, afin d'identifier les différents secteurs qui seraient intéressants, les différents modules qui seraient intéressants de développer dans l'enquête. Et en ce qui concerne Mayotte, c'était une conversation assez fréquente, assez courante de discuter de la perte. Pour eux, Mayotte, c'était une perte, c'était quelque chose qu'ils avaient perdu. Et c'était quelque chose qu'ils voulaient retrouver. Je n'ai pas rencontré un seul Comorien avec lequel nous avons discuté à cette époque qui disait « Ah, c'est très bien, Mayotte peut rester comme elle est ». C'était toujours « Non, il faut que Mayotte retourne dans le giron de la République islamique des Comores ». Et donc, c'est surtout ce qui m'a interpellée, quoi. Et puis, quelque temps après, il a commencé à avoir les problèmes à Mayotte avec des immigrations massives de, entre guillemets, boat people, parce que les Mahorais quittaient les îles, les différentes îles et arrivaient par bateau à Mayotte en masse et ça avait créé un gros problème. Et donc, j'en ai entendu parler aux nouvelles et plus parce qu'en fait, je n'ai fait que cette seule mission d'environ 2 semaines à Moroni. Et donc, je n'ai pas... la seule chose que je peux dire réellement et avec une certaine insistance, c'est que les Mahorais, ils ne voulaient pas de cette indépendance de Mayotte. Et pour eux, c'était vraiment quelque chose qui n'avait pas de sens, qui ne faisait pas de sens. Mais pourquoi ils voulaient pas pourquoi ils voulaient pas de l'indépendance? Ben parce que à Mayotte, je ne sais pas pourquoi ils voulaient pas l'indépendance. Je pense que l'île, et d'après ce que j'ai pu comprendre en étudiant un petit peu, je me souviens plus très bien de cette mission, je n'ai plus beaucoup d'éléments en tête. Ce qui me reste, on dit que la culture, c'est ce qui reste quand vous avez tout oublié. Ce qui me reste de Mayotte, de l'histoire de Mayotte, c'est que Mayotte était plus développée que les autres îles. Et il y avait eu plus d'investissements. On a vu un petit peu ce processus entre la Martinique et la Guadeloupe aux Antilles, où certaines infrastructures étaient installées plutôt à la Guadeloupe qu'à la Martinique ou vice-versa,
ce qui créait un petit sentiment d'antagonisme entre les deux îles. On divise pour régner. Et c'est un peu le sentiment que j'avais à Mayotte, c'est que les Français ne voulaient pas lâcher Mayotte, la France ne voulait pas lâcher Mayotte. Ah ben c'est un peu normal quand on sait tout que ça peut rapporter à la France. Oui, mais à l'époque ils en parlaient aussi, mais je n'ai pas trop porté d'attention à ce genre d'argument parce qu'on n'en avait pas la preuve à l'époque, c'était seulement des supputations comme celle qu'à la Martinique, il y a peut-être du pétrole aussi dans une faille volcanique, on va voir comment on ira le chercher là-bas, mais enfin, c'est un peu... C'était un peu je partais de ce sentiment où je me disais, bon, c'est un peu illusoire, quoi. C'est peut-être des illusions qu'ils ont du pétrole. Parce que je n'ai pas fouillé ces aspects-là, parce que je ne travaillais pas sur Mayotte. Et les Comores, et c'était peut-être aussi la raison pour eux de garder Mayotte dans leur giron, mais c'était surtout de garder une île qui était plus développée, qui était plus commerciale, où l'économie était plus dynamique. La garder dans le sein des Comores, qui souffrait déjà beaucoup à l'époque. Le reste des îles des Comores souffrait beaucoup, souffrait de sous-emploi, de problèmes de nutrition. Il y avait beaucoup de problèmes dans les Comores. C'était très pauvre. Alors, c'était des îles très pauvres. Oui, Madame Delaine, on va prendre justement l'avis de Madame Mireille Pierre-Louis. Son regard sur Mayotte, mon Pierre-Louis. En fait, je ne connais pas tellement Mayotte. Je suis allée à 2 reprises à Mayotte en 2015. Et je connais Mayotte surtout par rapport au volet financier, les finances publiques et la façon dont s'est fait un peu la départementalisation à partir de 2014. Et par contre, j'ai beaucoup parlé avec les gens. Et si la majorité des Comoriens de la Grande Comore considèrent que Mayotte doit être comorienne, une très 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 large majorité des Mahorais, eux considèrent que Mayotte doit être française. Et contrairement par exemple à la Martinique, partout on a des drapeaux bleu, blanc, rouge. Donc il y a vraiment une sorte d'engouement total pour la France. Et par contre, concernant les différences entre les différentes villes de l'archipel, ce que j'avais compris sur place, c'est qu'en réalité, pendant la colonisation, c'était la Grande Comore qui avait été avantagée. Il y avait des villes pauvres comme Anjouan, et les Mahorais, eux, considéraient que la France soutenait davantage la Grande Comore. L'école publique était plus développée et souvent les cadres qui travaillaient à Mayotte étaient des Comoriens de la Grande Comore. Donc les Mahorais avaient un peu l'impression d'être d'une certaine domination de la Grande Comore, et comme disait Ghislaine, j'ai oublié son nom de famille. C'était Delaine, oui, c'était aussi une façon de diviser pour mieux régner. Comme moi, je suis guyanaise, et nous en Guyane, on avait toujours l'impression que la France favorisait la Martinique au détriment de la Guyane. Donc voilà, donc ça c'est un peu l'ambiance générale à Mayotte, un très grand attachement à la France, et un rejet massif de tout ce qui a trait aux Comores, quoi. Actuellement, ça n'avait pas été le cas auparavant, parce que quand il y a eu le premier référendum pour savoir si en 1974, pour savoir si les Comores devaient rester
indépendante ou pas, le oui avait gagné à 97% sur l'ensemble des Comores. Et c'est l'année d'après qu'ils ont décidé de faire un référendum île par île. Et là, Mayotte a décidé, à une assez courte majorité, je crois, de devenir française. Et depuis cette période, l'antagonisme vis-à-vis des Comoriens a augmenté, quoi. Ouais, mais est-ce que la France a fait grand-chose pour Mayotte? Mayotte était assez délaissée, était très délaissée. D'ailleurs, on voit la situation de Mayotte actuellement, oui. Mm-hmm. Donc, c'était l'école publique, tous les services publics étaient complètement délaissés. Et maintenant, il y a un léger rattrapage depuis la départementalisation. Mais c'est un peu un rattrapage en trompe-l'œil. Et surtout que le cyclone qui est passé là, mais là, ce ne sera plus un rattrapage. Là, ça va être très, très, très compliqué. Oui, Madame Delaine. Je peux dire quelque chose? Oui. Il y a une partie d'un phénomène purement économique dans la position peut-être de l'administration française vis-à-vis de Mayotte. C'est que l'île a été vraiment submergée par une population de migrants volontaires, mais non appelés, non acceptés. Et donc, ça a développé des comment je vais dire ça? Des ressentis Non, pas des ressentis, des conditions de vie extrêmes pour ces migrants non acceptés. Je n'arrive pas à trouver le mot pour dire. On a un terme pour ça, il m'échappe. Et donc, d'abord, les gens de Mayotte ne voulaient pas de ces migrants parce qu'ils allaient détruire leur niveau de vie et leur cadre de vie habituel, et c'est ce qui est arrivé effectivement. Et ensuite, ils étaient beaucoup trop nombreux pour les infrastructures de Mayotte. Mais il faut rappeler... Les infrastructures scolaires, les infrastructures médicales. Mais Madame Delaine, il faut rappeler que tout au début, il n'y avait que 3000 habitants seulement sur... Oui, mais ça c'est vieux, ça, à la naissance. Oui, à la naissance, oui. 3000. Mais la France a donné la départementalisation à une petite île avec une population très restreinte, mais des infrastructures qui étaient bonnes. Il y avait de bonnes écoles, Mayotte était une île qui fonctionnait à l'époque où elle a demandé l'indépendance et où la départementalisation est devenue un département. Et par la suite, avec l'arrivée massive des migrants dans un cadre qui n'avait pas de structure d'accueil pour ces migrants, la situation économique et sociale de Mayotte s'est très certainement détériorée. Mais Ghislaine, quand tu regardes le drapeau mahorais, il y a 4 étoiles. Donc, la 4e étoile, c'est Mayotte. Donc, les Mahorais estiment que l'archipel, c'est leur archipel. C'est-à-dire, ça fait Mayotte, ça fait Anjou, etc. Ce sont des Mahorais. Donc, premièrement. Et puis, deuxièmement, le phénomène migrant, c'est-à-dire que cette circulation des hommes dans les archipels, l'attractivité de Mayotte est liée en grande partie au fait évidemment des difficultés des autres îles, mais aussi difficultés aussi de l'image, de l'idée que se sont fait les Mahorais par rapport évidemment à la France à départementalisation. Donc je regarde les chiffres de 2021, la population officielle est de 321 000 habitants, mais on estime qu'ils sont 500 000 réellement. C'est-à-dire, j'ai environ 150 000 personnes qui n'ont pas, qui sont clairs, qui n'ont pas la nationalité française, mais qui se disent mahorais. Alors, j'ai un dernier phénomène que j'ai découvert en lisant la presse, c'est que beaucoup de Mayotte, quand ils partent faire comment dire ça, quand ils partent en Arabie faire leur pèlerinage, ils reviennent par le Hajj. Le Hajj, ils reviennent par le nord. Et ils prennent aujourd'hui la nationalité mahoraise. Alors, mais c'est ce que je voudrais comprendre, comment la France, parce qu'en plus il y a Madame Le Pen qui était là il n'y a pas longtemps, Mayotte, sont des musulmans qui sont là, pratiquement. Oui, ils sont tous de religion musulmane, ils ont une langue en majorité, et surtout, la forme d'administration avec les cadis, c'est-à-dire cette tradition, je dirais, coutumière et musulmane, sur la propriété,
D'accord? C'est un point. Et ensuite, sur les noms, même s'ils ont mis en place une commission pour donner des noms aux gens, eh ben, les gens se retrouvent aujourd'hui, la commission est arrêtée avec des noms qui ne savent même pas qu'ils ont les noms. Alors, j'avais un reportage sur France Info là-dessus, où les gens disaient même, j'ai des noms que je ne connaissais même pas l'origine. Donc, toute la problématique, si tu veux, de Mayotte aujourd'hui, dans l'archipel des Comores, parce que c'est l'archipel des Comores, c'est comment se positionner par rapport, évidemment, à l'archipel et par rapport à la France qui a à 20 000 km de chez eux et qui est dans un bassin, je veux dire, africain et aujourd'hui en géopolitique indo-pacifique. C'est-à-dire le monde a changé. Indo-Pacifique, c'est-à-dire tu as la Chine qui a investi beaucoup dans les autres îles en infrastructure. D'accord? Tu as le Mozambique qui est devenu indépendant et qui, à côté, ils ont découvert effectivement du pétrole et du gaz. Et on pense que, j'ai un article du Monde de 2021 et qui dit effectivement qu'il y a des chances qu'autour de ces îles, qu'il y a des réserves de gaz exceptionnelles. Alors, c'est pour ça la France parlait là-dessus. Bon, alors maintenant, effectivement, on a bien vu comment l'ensemble de la classe politique française, surtout le gouvernement, s'est déplacé pour, évidemment, alors avec un discours tout à fait différent. Le discours de Marine Le Pen, c'est l'immigration qui est la cause de la situation. Le discours du président de la République, c'est que vous avez de la chance d'être français. Ah, ça t'en manière. Vous avez la chance d'être français. Ah, ça t'en manière, ça a malmené. La chance d'être français. Et Mme Pierre va nous expliquer bientôt, dans un petit moment, qui a la chance d'être français. Est-ce que la France a un intérêt économique et politique là, d'accord? Ou les Mahorais, les îles de Mayotte, effectivement, est-ce qu'ils ont la chance d'être français? Mais Ghislaine, ton regard est très important de la mesure pour les habitants de l'archipel. Mayotte fait partie de l'archipel et ça, c'est culturel, c'est historique, etc., n'est-ce pas? Indéniablement. Indéniablement. Et c'est ça qui est important. Alors, oui, mais je crois que... Oui. Je crois qu'actuellement, on bâtit un scénario où ça serait l'immigration comorienne, en fait, qui serait la cause des déboires de Mayotte. C'est ça. Mais je crois que c'est le problème de l'immigration comorienne à Mayotte. Ça vient du fait que dans les années 85, je crois que c'était Balladur, il y a eu un visa. Le visa Balladur. Oui, voilà, qui a été accordé aux Comoriens pour venir à Mayotte, mais ils n'avaient pas le droit d'aller ailleurs, dans d'autres parties du territoire français. Ouais. Donc du coup, c'est une politique délibérée de la France de consigner cette immigration sur le territoire de Mayotte. C'est ça. Donc ça, c'est une décision politique. À Mayotte, voilà. Mais sans donner à Mayotte les moyens d'accueillir cette population. Bien sûr. Bon, le visa Balladur était très simple. Hein. C'est-à-dire, il venait à Mayotte se faire soigner et pour une durée, il devait repartir. C'est ça le visa Balladur. Bon, mais par contre, les populations mahoraises qui avaient l'habitude de se déplacer d'île en île, par leur fameux bateau là, qui s'appelle les Croisades, ça arrivait massivement à Mayotte. Parce qu'il y a l'île de Mayotte, il y a une petite île à côté, et puis il y a une barrière corallienne très importante. Et on sait qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a plus de 70 000 Mahorais qui ont disparu en mer à cause de ce mode de fonctionnement, de cette transition entre les îles. Et aujourd'hui, on a bien vu la position de Marine Le Pen qui est descendue et dit oui, si aujourd'hui on ne peut pas reconstruire à l'identique, ou encore dans 2 ans il faut reconstruire, c'est parce qu'il y a trop d'immigrés. Et donc, il faut modifier le droit du sol. Ah, c'est qui ça le droit du sol, Madame Pierre-Louis? Non, je ne vais pas parler de ça. Je ne suis pas une spécialiste de cette question. Mais par contre, le fait que... en fait, parler de Mayotte, c'est intéressant aussi pour comprendre tout ce qui se passe à l'échelle des DOM. En fait, on est tous lotis au même régime. Ah bah oui. Et il y a un équivalent du visa Balladur pour l'ensemble des DOM. En fait, tous les DOM
sont exclus de Schengen, de l'espace Schengen. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les immigrés qui viennent des pays environnants doivent rester dans les DOM. Ils ne peuvent pas partir en France ni dans d'autres territoires européens. Et ce sont ces territoires, ce sont ces DOM en fait qui supportent le coût de l'immigration seul, sans aucun support. Alors que les autres pays de l'espace Schengen, où il y a une forte immigration, notamment les Canaries, bénéficient de l'Union européenne d'une aide particulière pour aider les collectivités, les pouvoirs publics à gérer cette immigration. Parce qu'une immigration qui n'est pas gérée, ça devient des bidonvilles, ça devient de la délinquance. Donc ça veut dire que nous, la Guyane et Mayotte sont directement condamnés à ça. C'est ça. Alors pour bien expliquer aux gens que comment dirais-je, les départements ou les îles ou les lieux qui sont en Europe qui appartiennent à l'espace Schengen, c'est-à-dire les îles Canaries, les Açores, toutes les îles italiennes, etc., bénéficient d'une aide de l'Europe pour accueillir les migrants. Or, Mayotte ne bénéficie pas de cette aide. Donc, c'est à charge de Mayotte, c'est-à-dire à charge de la population, même pas à charge de la population telle qu'elle est, qui accueille ou qui accepte ces immigrants. Et on estime à Mayotte entre 150 000 et 200 000. Voilà. Et ce qu'il y a au niveau des chiffres, c'est que théoriquement, quand l'INSEE fait une enquête pour quantifier la population, normalement, recenser, voilà, c'est le terme exact, normalement, on doit tenir compte des immigrés. Parce qu'ils font des statistiques, ils ont des outils, ils tiennent compte des immigrés. Or, l'enjeu du recensement, en fait, c'est de donner aux collectivités des dotations qui correspondent à la population. Or, on a toujours dit qu'à Mayotte, il y a 300 000 habitants. Et d'un seul coup, maintenant, on a les autorités publiques qui disent qu'en réalité, il y a 500. Parce qu'on veut dire, en fait, qu'il y a 200 000 Comoriens et c'est les Comoriens la cible. Or, si l'État considère qu'il y a 500 000 personnes à Mayotte, il doit, comme mesure d'urgence, réévaluer tout de suite les dotations pour Mayotte. Et nous, et puis, Mireille et Pierre-Louis, nous, et puis, Ghislaine Delaine. Et Ini Fernand, qui l'a dit nous en bagaille. Rapidement, hein, Fernand, bel bonjour. Oui, bel bonjour tout le monde. Oui, c'était pour rappeler que Henri Jean-Baptiste, qui était Martiniquais, il était député de Mayotte. De Mayotte. Et c'est lui qui a œuvré pour la départementalisation de Mayotte. Il était conseiller Léopold Sédar Senghor ainsi que Valéry Giscard d'Estaing. Il faut le rappeler. Oui, Saint Martiniquais m'a changé, effectivement, il était élu député de Mayotte, effectivement, Saint Martiniquais. Mais monsieur Fonsa, nous avons des auditeurs érudits qui connaissent l'histoire. Bravo, monsieur Fernand, merci en pile. Au revoir. Au revoir, monsieur Fernand, merci en pile. Non, mais c'est quand même bizarre, c'est quand même particulier qu'il y a un Martiniquais qui était conseiller Senghor, il a débattu Mayotte, et il a élu. Il était conseiller, alors, il était Martiniquais, conseiller en pays indépendant. Et je débattais Mayotte, il a élu Mayotte. Et ça, il veut dans l'histoire de la Martinique aussi. Et qui ça nous attend, M. Fonsa, pour mettre M. à l'honneur, pour mettre devant il y avait des ministres, il y avait des ministres métropolitains. Il y avait des ministres métropolitains au Sénégal. Oui, et puis Senghor. Mais Martinique, ça arrive nous aussi. La ligne de Senghor, effectivement, elle est très proche de celle de la France. Donc, c'est pas si étonnant, c'est pas du tout étonnant. Mais en Martinique aussi, on a des députés qui sont jamais mis les pieds en Martinique. Etc., qui a été élu député fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Donc, c'est une pratique coloniale de parachuter un autochtone ou un étranger et se faire élire. L'exemple plus... Alors, il y a eu, par exemple, pas l'exemple, Victor Sabé qui était député du Sud. Il n'était pas élu du tout en Martinique, on ne le voyait pas. Et chaque élection, il a débattu.
Et il était élu. Pendant des années, il a été élu. Alors, moi, j'ai envie, Madeleine et Est-ce que je pourrais dire quelque chose à propos du recensement? Oui. Pour confirmer ce qu'elle disait. Oui. Lors du recensement, nous devons enquêter tout le monde. Les résidents potentiels, normaux, légaux. Officiels. Mais aussi tous les migrants et y compris les personnes qui ne sont pas admises légalement, tous les présents illégaux. On doit recenser tout le monde sur le territoire. D'après moi. Donc l'INSEE est une sacrée agence statistique. Il y en a très peu dans le monde pareil à l'INSEE. Il y a très peu dans le monde d'instituts de la statistique aussi bien formés et organisés et capables que l'INSEE. Donc, il est certain que le recensement de Mayotte a couvert toutes ces informations-là et que la France sait très bien combien de migrants il y avait au moment du recensement. Combien de migrants illégaux étaient présents, combien de visiteurs, combien de gens de passage et aussi combien de résidents légaux il y avait à Mayotte. Donc, si l'INSEE dit qu'il y avait 500 000, il y avait 500 000, autour de 500 000. Alors, monsieur Fonsa, nous n'y déposons mi-temps là par téléphone. Faut qu'on moi comment manger de laine, qui au lit, ça y a fait. Et déjà, ça en Martinique, qu'est-ce qu'il a fait aux États-Unis? Mais non, mais il a retraite à présent. Il a retraite, nous faisons études nous ensemble. Et Magistrat de laine, il fait études aussi, évidemment, les statistiques de l'INSEE, c'est-à-dire son spécialiste des statistiques de l'INSEE. Démographie. Et il travaille beaucoup, évidemment, pour la Banque mondiale, le FMI, et évidemment, il parcourt le monde. Et la coopération française. Il parcourt la coopération française en Afrique. En Afrique. Donc, il parcourt le monde, ce nouveau monde qui naît après les indépendances, il parcourt. Et évidemment, c'est... Bon, Mathieu, c'est une ressource exceptionnelle, nous ni. Ah ben oui, il était à venir à l'émission. Oui, plusieurs fois. Et puis il repartit, quitter nous là, et puis quitter nous. Ah oui, mais donc, c'est-à-dire, nous avons fait appel à la compétence à savoir lire, évidemment, tous ces problèmes-là. Ça, c'est important. Donc, nous avons des gens qui est à l'extérieur, qui est compétent. Peut-être, si en Martinique, tenir les moyens ou la volonté politique de faire venir pour leur expérience, leur méthodologie que je mettais en place, c'est aider nous en long d'espace, Ghislaine. Et puis bien sûr, Mireille, et puis nous remercions aussi Mireille Pierre-Louis qui... Alors, Pierre-Louis, dans mon sens spécialiste, et Mireille, enfin, ils ont venu puis nous trois fois la radio, et moi, depuis ils viennent puis nous, il y a toute télé, tout partout. Ouais, les royalties, c'est pour nous, hein, Mireille. Les critiques aussi, alors je vous les donne. Oui, pas de problème. Depuis qu'on réfléchit au milieu critique, oui. C'est sûr pas qu'à réfléchir. Bon, Mireille, il y a un élément important, c'est est-ce que la départementalisation rapporte à Mayotte ou rapporte à la métropole? Ah. Eh ben, oui. Vous avez 20 secondes pour répondre. Non, en fait, la départementalisation, en fait, c'est le stade ultime de la colonisation. Donc, et la colonisation, elle rapporte aux colonisateurs. Yes. Donc, après, s'agissant de Mayotte, il y a eu beaucoup de... En fait, il y a eu beaucoup de difficultés parce qu'il y a eu pas mal de défaillances administratives qui ont été dénoncées par la Cour des comptes elle-même. Et si donc la départementalisation a commencé en 2014 et en 2015 il y a eu son rapport de la Cour des comptes. Et s'il n'y avait pas eu son rapport de la Cour des comptes, la situation de Mayotte aurait été encore pire. Donc en fait, il y a un malentendu au niveau de la départementalisation parce que pour les populations, elles considèrent que c'est la fin de la colonisation, alors qu'en fait, c'est le stade ultime. Et elles ont aussi l'impression qu'elles auront plus de droits, notamment des droits sociaux. Or, ce n'est pas du tout le cas. En réalité, les populations ont plutôt plus d'impôts à payer parce qu'il y a un alignement sur le droit commun et ça se fait en grande partie au niveau des impôts
et plus difficilement au niveau des droits sociaux. Alors, l'exemple de Mayotte est intéressant parce que ça m'a permis, en fait, de me poser des questions par rapport à la départementalisation des autres DOM. Par exemple, au niveau du budget, quand on parle de transfert, on pense surtout aux prestations sociales et on entend tout le temps dire que les DOM croulent de transferts sociaux, donc c'est un modèle qui n'est pas soutenable pour l'État français. Or, donc j'ai quelques chiffres là. Il faudra aller très vite, hein, et pas arrêter nous en l'OTAN. Sur environ 500 milliards d'euros de prestations sociales que l'État verse, il n'y a que 10 milliards qui vont dans les DOM. Et en règle générale, chaque région est déficitaire, c'est-à-dire que parce que les prestations sociales sont payées par les cotisations sociales. Et en général, les régions sont déficitaires et l'État doit porter une contribution. Or, il n'y a que 2 régions excédentaires. C'est l'Île-de-France, qui est la région la plus riche de France, et 2, Mayotte, qui est la région la plus pauvre. Alors, si on regarde bien, je dessus devant moi, Mayotte ne reçoit que par habitant 673 €, alors qu'elle verse à l'État, en prélèvement et impôt, elle verse à l'État, évidemment, plusieurs millions d'euros. C'est-à-dire que l'écart qu'il y a... 300 millions. C'est-à-dire l'écart qu'il y a entre ce que verse l'État et ce qui repart vers la France est extraordinaire. Donc, c'est Mayotte et l'Île-de-France. C'est les deux régions, effectivement, etc. Donc, la départementalisation bénéficie beaucoup plus à l'État français qu'au Mahorais, premièrement. Deuxièmement, maintenant important, c'est la reconstruction maintenant. On voit bien les problèmes que ça pose. J'ai 2 problèmes. Le problème du terrain, parce que... Mais ça, nous avons fait en l'autre débat, en tout, justement, reconstruction Mayotte, parce que les mots de l'État Mayotte là, moi, pas qui remettre Koy Doubout, mais en espérant, il y a le monde qui battre pour remettre Koy Doubout, mais nous avons dévié en laissant, je remercie les autres en pile. Mireille, Pierre-Louis, merci en pile. Oui, merci. Merci. Madeleine, depuis les États-Unis, c'est où votez Batron, alors. Merci beaucoup. Non, je ne vote pas. En tant que résident, il y a un terme très intéressant en Amérique pour dire qu'on est résident en Amérique. C'est aliens. D'accord. Aliens, c'est comme les animaux qu'on a dans l'espace, les monstres de l'espace et tout, ce qu'on est des aliens. Et les aliens ne votent pas en Amérique. En Amérique, d'accord. Merci un peu, monsieur Fossa, merci un peu. Oui. La semaine prochaine, on va passer, nous allons faire deuxième construction au Koumanier. Puis est-ce que vraiment la France qui mettait l'argent pour reconstruire et mettre des bagages en dur et puis arrêter, puis ça fait ces pays là qui étaient tout par toi, remettez en point. Désolé pour tout ça qui a appelé, nous allons faire deuxième volet la semaine prochaine. Merci un peu. Mireille, Pierre-Louis, merci Madeleine, merci Monsieur Fonsa.